Chers amis téléspectateurs de Diaspora Interaction, c'est encore Maître Serge Bahati aujourd'hui pour une nouvelle capsule en immigration. Nous restons dans la grande famille des travailleurs étrangers temporaires et je vais y inclure exceptionnellement, pour les raisons que je vais vous expliquer, les demandeurs d'asile. Je ne veux pas faire la continuité de étudiants à travailleurs, ça sera la prochaine capsule. Ça sera pour les demandeurs d'asile aujourd'hui, puisque c'est un phénomène qui récemment a été d'actualité au Québec. Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue à notre émission L'Expert en parle et spécialement avec notre partenaire habituel, Maître Mouvanira Serge. Il y a 2 semaines, nous avons parlé du cas des étudiants temporaires étrangers et nous vous avons donné rendez-vous pour cette fois-ci avec un cas plus important, à savoir le travailleur temporaire ou le demandeur d'asile. Nous savons que dans la vie en général, chacun aspire à une vie paisible, un havre de paix. Cependant, lorsqu'on est menacé, on est toujours enclin à se déplacer pour aller vers un pays ou vers un lieu où on sera plus en sécurité. Actuellement, le Québec, le Canada semble être un havre de paix où tout le monde arrive. Nous allons donc interroger Maître Serge Bahati, ici présent, sur ce que c'est qu'un demandeur d'asile. Alors, Maître, bonjour. Bonjour Florent, c'est encore un plaisir pour moi de m'entretenir avec des téléspectateurs, les admirateurs de Diaspora Interaction. Je vous félicite encore pour tout le travail que vous faites. Merci infiniment. Maître, aujourd'hui, nous voyons aussi la recrudescence des déplacements de personnes, l'immigration en général qui s'agrandit. Et ici à Québec, dans la ville de Québec, on sait qu'il y a aussi une arrivée des immigrants et il y a le cas des demandeurs d'asile. On aimerait savoir, c'est quoi exactement un demandeur d'asile ? Écoutez, effectivement, depuis 2 ans, on constate qu'il y a une vague de personnes qui arrivent au Canada pour demander la protection. Et certains arrivent en avion ou par le chemin Roxane, ici en Beauce, et par d'autres entrées au niveau du Canada, dans l'Ouest aussi. Alors, un demandeur d'asile, la notion de demandeur d'asile date de plusieurs années avant. On parle de la Convention des Nations Unies de 51 sur les droits de réfugiés et cette Convention de Genève de 51 qui définissait la notion de réfugié. C'est une personne qui se sent en danger et qui essaie de trouver un havre de paix, c'est-à-dire un endroit où elle peut éviter tous les risques, menaces, tortures, atteinte à son intégrité physique et pour des raisons soit de sa nationalité, de sa race, de l'appartenance à un groupe social ou autre que la loi définit. Cette notion a été reprise par les pays signataires de la Convention. Alors, vous comprenez l'interférence qui est entre le droit international et le droit interne, ce que les pays qui signent des conventions internationales essayent, par une procédure de ratification, de pouvoir incorporer dans leur législation à l'interne ces traités. Et ainsi, nous retrouvons dans la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, la loi fédérale au Canada, dans sa 2e partie, cette notion de protection de réfugiés. Alors, le Canada, c'est un pilier en termes de protection, en termes de droits de l'homme. Alors, vous rappellerez que les casques bleus, c'est encore une initiative ici du Canada. Et le Canada a une législation bien battue, bien conçue, relativement à la protection de réfugiés. Alors, on parle de cette notion qui a été définie par les Nations Unies, qui a été incorporée par les États. Et ici, on parle essentiellement des gens qui soit craignent pour leur vie si on les retourne dans leur pays, en raison soit de leur religion, nationalité, appartenance à un groupe social, en raison de leur sexe, opinion politique, ou tout simplement que si ils craignent de manière subjective qu'ils soient torturés s'ils rentrent dans leur pays.
Alors, je rappelle que nous sommes à la partie 2 de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, les articles 95 et suivants. Je vous évite de pouvoir vous en citer tous ces articles, mais comprenez par là qu'il appartient aux demandeurs d'asile de prouver que cette personne est en danger. Et chaque fois que je parle des demandeurs d'asile, je voudrais faire un aparté parce que je viens de la République démocratique du Congo, un pays qui est aussi meurtri par la guerre et surtout dans la partie Est. Alors j'ai une pensée pour mes frères de Béni qui vivent effectivement ces atrocités que nous condamnons. Je n'ai pas peur de dire que ça a l'air d'un génocide parce qu'on n'a pas encore toutes les preuves que je dis ça a l'air, mais je serais aussi enclin à dire que c'est un génocide carrément. Alors, vous devez donc, en arrivant au Canada, expliquer pourquoi vous craignez pour votre vie. Alors, plusieurs façons, de la façon que vous arrivez, ça a un impact sur la procédure que votre dossier va suivre. Il y a une procédure par rapport à la façon de votre dépôt de demande d'asile. Alors, celui qui est à la frontière va rencontrer un agent de service frontalier, il va lui exposer son problème et sur base de certains critères que si on commence à les détailler, ça peut nous prendre toute une longue capsule, on vérifiera si la personne peut être admise au Canada pour que, après avoir présenté ses motifs à un agent de service frontalier, qu'elle vienne ici à l'intérieur déposer sa demande d'asile. Et quand je parle de déposer la demande d'asile, c'est de saisir le tribunal compétent, c'est-à-dire la commission de l'immigration et du statut de réfugié qui est à Montréal. Et d'autres vont arriver par un visa, de quelque façon que ce soit, et qui vont aussi plus tard déposer leur demande d'asile, vont rencontrer un professionnel, un avocat, qui va les accompagner dans cette procédure pour constituer un dossier à déposer à la commission de l'immigration du statut de réfugié. Je parle de ceux qui rencontrent un agent à la frontière avant d'arriver au Canada et je parle de ceux qui sont déjà au Canada et qui déposent leur demande d'asile ultérieurement. Pourquoi? Parce qu'il y a une exception dans la loi sur le tiers pays sûr, puisque quand vous venez des États-Unis et que vous déposez votre demande d'asile au Canada, puisque les États-Unis c'est un pays qui est sûr, vous êtes obligé en fait, selon la loi, de déposer votre demande d'asile à l'extérieur avant de rentrer au Canada. Alors si vous le faites, malgré tout, alors vous avez des recours que vous ne pouvez pas, dont vous ne pouvez pas vous prévaloir, normalement aller en appel, ce qui est différent de ceux qui étaient déjà sur le territoire et qui déposent leur demande d'asile ultérieurement. Eux, ils peuvent se prévaloir de plusieurs recours. C'est encore un peu une autre notion assez large. C'est la loi sur le tiers pays sûr, tout dépend de quand vous déposez votre demande d'asile. En gros, quand vous arrivez, rencontrez un professionnel, expliquez votre problème. Les problèmes sont multiformes. Ça peut être des problèmes politiques, ça peut être des problèmes de vie conjugale, d'agression, ça peut être des menaces à votre vie, ce n'est pas forcément qu'il faut qu'on vous coupe la tête, ça peut être des menaces à l'atteinte à votre vie, ça peut être aussi des questions familiales, des gens qui se disputent l'héritage. Alors j'en ai vu plusieurs causes, mais toutes ces causes doivent absolument concourir à prouver que vous êtes en danger et que votre vie est menacée. Alors, je comprends, maître, de par toutes vos explications, que ça revient à ces personnes en danger de prouver qu'ils sont vraiment en danger. Qu'est-ce qui, selon la loi, selon vous, peut vraiment être assez probant dans ces cas-là? Écoutez, le fardeau de la preuve revient au demandeur d'asile. Il doit mettre toutes les chances de son côté. Et c'est celui qui invoque quelque chose, c'est à celui qui invoque quelque chose qui revient de prouver que ce fait a existé. Évidemment, ni le commissaire, ni l'avocat n'ont été là quand il s'est passé quelque chose. Quand je parle de quelque chose, je veux sinuer le fait que vous me dites aujourd'hui que votre mari veut vous tuer. Mais je n'ai jamais été là quand il vous a dit que votre mari va vous tuer. Je n'ai jamais été... personne, ni le commissaire n'était là. Mais comment nous allons vous croire? Très simple. Alors, il y a des moyens de preuve. Le témoignage est un moyen de preuve. Nous avons l'écrit qui est un moyen de preuve.
Nous avons des éléments matériels, c'est-à-dire des photos, des vidéos, qui sont des éléments de preuve. Alors, la personne qui va venir témoigner, puisqu'elle témoigne sous serment devant le tribunal, la commission de l'immigration du statut de réfugié, quand elle veut défendre sa cause et présenter son problème, son témoignage doit être véridique. Et en matière d'asile, c'est la crédibilité. Si vous n'êtes pas crédible et qu'on ne sait pas vous croire, vous n'obtiendrez pas votre protection et donc votre statut de réfugié. Alors le témoignage est un élément qui est très important, puisque je dis toujours à mes clients, soyez bien préparés. Vous pouvez bien rédiger votre thèse de doctorat, mais le jour de la soutenance, vous n'êtes pas capable de nous expliquer que vous maîtrisez ces notions-là. Je compare ça à ça. Alors, qui va vous croire qu'effectivement votre mari vous a menacé un 15 janvier 2005 ? Ah, vous voulez dire qu'il faut toujours... attendez, on ne s'attend pas à ce que ça soit si grave. Est-ce qu'il faut toujours noter, il faut toujours prendre des photos? C'est comme si on prépare la guerre alors que la guerre n'est pas là. Vous pouvez faire ce que vous voulez, mais soyez sûr et certain que quand vous présentez votre cause, elle est assez compréhensible, qu'on n'a pas de zone d'ombre, qu'on ne se pose pas des questions, est-ce que ce n'est pas une histoire qui est fabriquée. Alors, le témoignage, on vous posera plein de questions, l'audience peut durer 2 heures, 3 heures. Alors, il faut être sûr que vous êtes capable de répondre à cet événement. Je donne un exemple, si je dis que j'ai déjà pris un café avec vous, je peux vous poser 10 questions ou plusieurs. Vous avez parlé de quoi? Florent, c'est qui? Florent fait quoi dans la vie? Où est-ce que vous l'avez rencontré la première fois? Est-ce qu'il a déjà été à Québec ou à Montréal? Plein de questions. Alors, quand vous n'êtes pas à l'aise autour de ces questions-là, puisque les commissaires sont expérimentés, ils ont plusieurs années d'expérience, on commence à se poser la question, est-ce que ce monsieur connaît vraiment Florent? Votre mari vous a menacé, quand est-ce qu'il vous a menacé? C'était quel jour? Qu'est-ce qu'il a fait? C'était le soir? C'était la nuit? Alors, plus que le temps avance, plus que les questions se posent, vous pouvez vous rendre compte que vous avez dit le jour, puis 3 minutes après, vous avez dit le soir. Et là, le commissaire se pose la question, est-ce que cette dame a été vraiment menacée? Puisque moi, Florent, si je te dis que demain matin, je vais te tuer, c'est sûr et certain que tu ne vas pas oublier cette journée. C'est certain. Alors, le témoignage, l'écrit, si votre mari vous a envoyé un texte, écoute, tu es un imbécile parce que je ne veux plus voir ta face, je veux me libérer de toi, tu peux présenter cet écrit au tribunal. Et il peut arriver aussi que ce soit une photo, par exemple, que des marques, comme on voit souvent des gens qui ont été tabassés par leur mari et qui sont vraiment dans une situation incroyable, dans un mariage forcé, par exemple, on peut présenter ces éléments-là. Alors, ce qui est fondamental, c'est le témoignage. Je dis à mes clients, soyez bien préparés. Parce que tout le monde, je le dis aussi, tout le monde qui va à la commission a une histoire. Qui dit vrai, qui dit faux. Et j'imagine que ça fait aussi partie des rôles des professionnels comme vous de préparer vos clients. Absolument, absolument. Une demande d'asile ne se gagne, moi je le dis, c'est par la preuve et d'autres éléments, plus qu'on en a, mais c'est surtout par le témoignage. J'ai une question pour vous qui entre un tout petit peu dans l'actualité et aussi qui a un rapport avec le sujet de la semaine dernière surpassée. Les jeunes, les étudiants temporaires qui sont ici ou alors tout autre statut, mais surtout étudiants temporaires, je vais prendre le cas d'une jeune qui a terminé ses études plus rapidement qu'une certaine Eva, une Rose Eva, qui a terminé ses études plus rapidement que prévu et qui a continué à travailler comme travailleur en temps partiel. Quelles sont les chances pour quelqu'un dans ce cas-là, puisqu'actuellement, elle est sur le point de se faire expulser. Pourtant, la pauvre, elle n'a pas écrit les lois, elle ne connaît pas tout. Elle voulait bien faire en travaillant, vu qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Mais là, on veut l'expulser parce qu'elle travaille et parce qu'elle était bonne élève en finissant son programme. Quelles sont ses chances, éventuellement, de demander l'asile? Est-ce qu'il y a des chances pour des personnes qui sont ici normalement, comme des étudiants, qui peuvent demander de l'asile? C'est ça ma question, qui est dans l'actualité. Alors Florent, je reviens, effectivement c'est une bonne question. Je vous disais que exceptionnellement, j'ai rentré les demandeurs d'asile dans les séjours temporaires, puisque leur statut dépend de s'ils sont acceptés réfugiés ou pas. Et je veux préciser que la demande d'asile, c'est des formulaires à remplir, il faut que les professionnels vous accompagnent pour que les éléments de votre histoire soient bien préparés. Déposez à la commission de migration le statut de réfugié, vous allez attendre une date d'audience, vous serez devant un juge. Il faut convaincre le juge que ce que vous craignez est bien arrivé et que la crainte subjective dont vous faites mention
Elle est bel et bien là. Et si vous êtes accepté, ben vous allez avoir le statut de réfugié, donc de personne à protéger. Mais c'est sûr que là, on me pose la question, est-ce que madame peut déposer l'asile? Est-ce qu'elle a des motifs en vertu des articles 96 et 97? Elle se retrouve certainement à l'étape où il faut qu'elle soit expulsée. Je vous avais dit, dans les conditions du séjour temporaire pour étudiants, c'est de respecter la loi et de convaincre l'agent qu'à la fin de votre séjour, vous allez repartir. J'ai appris comme tout le monde, sans pour autant vérifier longtemps, c'est comme si il y a eu, je peux me tromper, hein, c'est avec beaucoup de réserve que je le dis, un non-respect quelque part de la loi, c'est-à-dire au niveau du travail, on n'est plus étudiant, mais on travaille à temps plein, alors qu'il faut être inscrit à temps plein pour travailler. C'est fort possible que je n'ai pas la bonne information, mais si tel était le cas, un agent d'immigration, quand il apprend que vous n'avez pas respecté les conditions de votre séjour, et surtout que vous avez enfreint la loi, prend les mesures que la loi lui permet de prendre. Mais vous avez la possibilité aussi de voir si vous pouvez contester cette mesure, si vous pouvez prendre d'autres moyens pour justifier cela. Est-ce qu'elle peut déposer l'asile? Si elle a des motifs d'asile, elle peut déposer l'asile. Cependant, le conseil que je donne aux gens, et je le vois souvent en pratique, beaucoup de gens vont se rabattre sur l'asile parce qu'ils veulent rester. Ne saisissez pas un tribunal par plaisir sans motif. Ce n'est pas un conseil que je donne aux gens. Il faudrait avoir des motifs, puisque cela ne fait que engorger les tribunaux, cela ne fait que faire perdre du temps aux administrateurs, aux auxiliaires de la justice, et ça ne fait pas avancer la cause de ceux qui ont des vrais motifs, parce qu'au final, ceux qui attendent leur demande d'asile passeront plus longtemps après, puisque vous avez déposé une demande qui n'a pas de fondement. J'ai déjà eu une étudiante, dans mon cas, qui est venue étudier, qui a fini ses études, et à la fin, elle est venue me voir pour me dire « Mais je ne veux pas rentrer ». Mais j'ai dit « Pourquoi ?» Et quand elle m'explique son problème, effectivement, il y avait des motifs d'asile. On a préparé un dossier, on l'a défendu à la commission du statut de réfugié, elle a obtenu son statut d'asile et elle a continué à vivre ici. Mais ceux-là qui le font juste par fantaisie, c'est sûr et certain qu'ils vont vous démasquer. Mais de l'autre côté, pensez que c'est des institutions gouvernementales et qui utilisent des deniers publics, alors ne les utilisez pas à tort et à travers. Bref, je ne donne aucun conseil juridique quant à la situation de madame. Je ne la connais pas. C'est une question qu'on me pose. Elle ferait mieux de ne pas tenir compte de ce que je dis, mais de rencontrer un professionnel qui va faire le tour de sa situation et qui lui dira quoi faire. Cependant, j'ai répondu à une question rapidement comme ça, sans pour autant donner un conseil ni un avis juridique. Donc Florent, tout le monde qui est ici, qui a des motifs d'asile, peut déposer. Cependant, il y aura plusieurs questions qui vont naître. Pourquoi vous déposez votre demande d'asile plusieurs années après? Pourquoi n'avoir jamais déclaré que vous êtes en danger, que votre danger, il apparaît seulement quand vous êtes prêt d'être renvoyé? Vous voyez, il va naître beaucoup de questions pour qu'on sache est-ce que vraiment vous étiez en danger. Puisque si vous êtes arrivé ici et que c'est seulement plusieurs années que vous dites ah finalement je suis en danger et qu'on regarde que c'est après avoir eu une mesure de renvoi, votre crédibilité est quand même un peu atteinte. Merci vraiment pour ces informations. Je pense que la jeune Camerounaise, je pense qu'elle est Camerounaise, Eva Rosa, va prendre peut-être des bonnes informations et même ceux qui sont dans ce cas pourront faire plus attention prochainement. Ma dernière question a deux volets. Premier volet, est-ce que les lois de l'asile sont les mêmes au Canada et ailleurs, hors du Canada? C'est-à-dire, est-ce que les demandeurs d'asile sont régis par les mêmes lois? Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, quant à ceux qui sont dans leur pays, que ce soit en Ouganda, en Tanzanie, au Cameroun, en Libye, n'importe où, et qui voudraient faire valoir le droit d'asile ici au Canada, est-ce que c'est faisable? Comment c'est faisable? Alors, je veux préciser que la notion de réfugié est la même pour tous les États qui sont membres de la Convention. Alors, quand je parle de l'article 96-97, qui est une reprise de la Convention de Genève de 1951, tous les pays signataires de la Convention ont incorporé cette notion dans leur législation. Aux États-Unis, ça va être la même chose, cette notion de réfugié. Et si on vous reconnaît réfugié, on vous donne la protection en tant que personne
à protéger. Tous les pays ont cette notion. Cependant, la procédure, les règles d'épreuve, l'organisation du tribunal, les formulaires à déposer et la tenue de l'audience n'est peut-être pas la même. Mais je pense même que ce n'est pas la même. Je n'ai pas été dans d'autres pays, mais je considère qu'à cette étape, ici, on parle de la notion en fait principale, la règle de preuve, c'est la règle de la crédibilité. La norme de contrôle, excusez-moi, la norme de contrôle, c'est la crédibilité. Est-ce que c'est la même aux États-Unis? Peut-être. Est-ce que c'est la même en Tanzanie? Je ne crois pas. Voilà. Alors, mais si la Tanzanie est partenaire de la Convention, la notion de réfugié doit être la même. Et ceux qui sont à l'extérieur, il n'y a pas juste le Canada qui accorde le statut de réfugié. C'est sûr qu'on voit le Canada, mais vous pouvez demander l'asile en France, vous pouvez demander l'asile en Allemagne, vous pouvez demander l'asile en Afrique du Sud, vous pouvez demander l'asile partout. Si ce pays est sûr et qu'il est prêt à donner la protection nécessaire aux personnes qui sont meurtries, vous pouvez être reconnu réfugié partout. Des gens me disent, maître, moi j'ai déjà été reconnu réfugié aux États-Unis, mais je vais encore être reconnu réfugié au Canada. Ce n'est pas possible. Ça ne marche pas. C'est une protection. Vous avez la protection qui vous suffit, vivez là-bas. Et c'est pour ça qu'il y a une exclusion dans la loi qui dit que si vous avez déposé votre demande d'asile dans un pays qui a déjà signé la convention, mais vous ne pouvez plus déposer dans un autre pays pour éviter des doublons. Alors vous déposez en Australie, puis à un moment donné, je ne suis pas content, il y a le feu qui est arrivé, j'ai peur pour ma vie, non, je prends l'avion, je vais au Canada, puis je dépose encore au Canada. Ils ne prendront pas votre demande d'asile ici. C'est pour éviter des doublons. Et ceux qui sont à l'extérieur, ils n'ont qu'à déposer l'asile où ils sont. Si l'État où ils sont leur reconnaît le statut de réfugié, ils vont vivre là-bas. Cependant, d'autres personnes qui fuient la guerre se retrouvent dans des cas de réfugiés, comme à l'époque en Côte d'Ivoire, certains se sont retrouvés au Ghana, d'autres se sont retrouvés en Ouganda pour le Congo. Certains pays, et nous parlons du HCR, du Haut Commissariat pour les réfugiés, sélectionnent des fois des réfugiés. Ils sont reconnus déjà à l'extérieur. Quand ils arrivent ici, ils ne passent plus par la commission de l'immigration. Ils ont leur statut de réfugié. Et ils peuvent s'établir. À l'extérieur, vous ne pouvez pas déposer une demande à la commission de l'immigration au Québec, au Canada. Non. Okay. Il faut le faire de l'extérieur, soit par un organisme des Nations Unies qui va vous envoyer vers un État, ou tout simplement demander à ce pays de vous reconnaître réfugié, de vivre là-bas. Alors, je pense que pour aujourd'hui, on va pouvoir clore notre entrevue sur ce point et je vais vous demander éventuellement votre dernier mot, si vous avez quelque chose à dire aux demandeurs d'asile qui sont éventuellement au Canada ou ailleurs, votre dernier mot. Alors, vous devez prouver ce que vous craignez devant la commission de l'immigration du statut de réfugié et si la commission adhère à votre cause, vous allez être reconnu comme personne à protéger, avoir un statut de réfugié, demander la résidence permanente et pouvoir rester au Canada. Quand vous déposez l'asile, quelque chose de très important que les gens ne savent pas, quand vous me dites, est-ce que madame peut déposer l'asile? Il y a toujours une mesure d'exclusion que vous signez. C'est comme si vous vous tirez une balle dans le pied avant même de pouvoir déposer votre demande d'asile. Ça veut dire que quand vous demandez l'asile, vous signez déjà une mesure qui dit que vous allez m'expulser si ma demande ne fonctionne pas. Et il n'y a pas de chemin retour. Si vous vous désistez, vous retournez sur l'exclusion, vous êtes renvoyé. Si votre demande n'est pas acceptée, vous êtes renvoyé. À moins que vous puissiez aller en appel de cette décision si vous qualifiez pour l'appel. Et après, il y a plusieurs autres chemins que nous verrons en termes de résidence permanente. Et les faux demandeurs d'asile, ce n'est pas la bonne façon de faire. Prenez toujours un conseil pour savoir dans quelle direction je dois aller et ça va aboutir. Cependant, si vous avez des motifs en tant que demandeur d'asile et que vous pouvez le prouver, il n'y a aucun problème. Si je dois rajouter un élément, c'est pour dire que ceux-là qui ont vraiment des motifs d'asile, présentez-les le plus tôt possible. Rencontrez un avocat qui va préparer une bonne cause, puisque les gens pensent que c'est facile de venir raconter sa vie, mais quand on vous pose des questions, des fois on se rend compte que ce n'est pas évident. Et nous le faisons devant la commission. Alors, à tous ceux-là qui ont besoin de protection, n'hésitez pas et nous vous accompagnerons. Alors Florent, procéduralement, pour essayer de rajouter quelques éléments sans pour autant les définir au complet,
vous déposez la demande. Si c'est accueilli, vous êtes reconnu réfugié. Si ce n'est pas accueilli, vous pouvez continuer en appel pour dire effectivement que le commissaire s'est trompé, qu'il n'a pas tenu compte de vos éléments. Si l'appel ne fonctionne pas, vos recours sont finis. Là. Vos recours sont finis, à moins d'aller en contrôle judiciaire en cour fédérale, mais la mesure d'exclusion que vous avez qu'on a prise contre vous au début peut être appliquée. Et d'autres vont, à ces moments-là, avant qu'on ne vous renvoie, mais les agents de services frontaliers vont peut-être vous offrir, si vous êtes admissible, à un examen des risques avant renvoi. On veut tout simplement s'assurer que cette personne, l'asile n'a pas fonctionné, mais on va la renvoyer. Mais est-ce qu'on peut la renvoyer dans son pays sans risque? On peut vous offrir ce programme-là, qui est traité aussi pendant un certain moment. Puis après, si vous avez d'autres motifs pour demander une résidence permanente, que vous avez une conjointe, une famille, autre chose, demandez un sursis de renvoi pour demander la résidence, ou bien présenter des motifs humanitaires et voir si les agents peuvent surseoir au renvoi pour que soit votre parrainage ou votre demande humanitaire soit prise en compte. Mais c'est une demande, on sort du temporaire pour la résidence permanente, mais ces demandes peuvent être traitées ici au Canada et on peut vous laisser au Canada pour voir si vous pouvez qualifier. Alors, ceux qui ont étudié, travaillé, qui ont des diplômes ici, ils ont contribué à l'économie d'une façon ou d'une autre et qui peuvent être une main-d'œuvre louable ici, comme madame que vous parliez là, est-ce qu'elle peut avoir un sursis pour voir si une demande de résidence peut être ouverte pour elle? Elle peut le faire que de demander l'asile si elle n'a pas de motif. Si elle a des motifs, elle peut le faire. Si elle n'a pas de motif, écoutez, on a tout simplement à avoir d'autres options avec ces conseillers-là. Okay? Mais c'est sûr qu'il va y avoir un bon conseil. Alors, avec toutes ces informations, je pense que nous sommes assez renseignés pour savoir exactement comment se comporter en tant que demandeur d'asile ou un futur demandeur d'asile ou un ex-futur demandeur d'asile. Mais là, Florent, précision pour tes gens, c'est que on a brossé rapidement, mais c'est très complexe. Alors, ceux qui veulent, c'est pas encore assez, c'est en général comment ça fonctionne. Alors ça, c'était, comme vient de le dire le maître, c'était juste une idée assez brève de ce que c'est que la demande d'asile. C'est une capsule d'information. Nous espérons donc que si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez contacter Maître Bahati Mouvanira, Serge ici, ou alors vous pouvez contacter Diaspora Interaction pour que nous puissions éventuellement faire le pont. Et si jamais vous êtes dans une situation vraiment compliquée, contactez Maître et puis on pourra comme ça vous apporter les informations ou le soutien nécessaire. En attendant, Maître, on aimerait savoir la prochaine capsule, on parle de quoi? Alors la prochaine capsule, on va parler finalement des travailleurs étrangers temporaires. Vous parliez au début de la vidéo de demandeurs d'asile, travailleurs temporaires. L'avantage qu'on a au Canada, je ne sais pas si dans tous les pays, c'est que quand vous demandez l'asile, on veut déjà que vous contribuez à l'économie sans pour autant que vous passiez votre temps à la maison, on donne un permis de travail. Alors, les demandeurs d'asile, ils travaillent en attendant que leur dossier soit traité. Donc, c'est juste que ça peut paraître mot double, mais si vous l'avez dit, je comprends que c'est parce que vous faisiez allusion au permis de travail ouvert qu'on donne aux demandeurs d'asile. Donc, on traitera la question des travailleurs étrangers temporaires qui veulent venir travailler ici. La pénurie de main-d'œuvre, c'est une réalité. On ne nous raconte pas 2, 3, 4 choses, c'est une réalité au Québec. Alors, le Québec fait venir des travailleurs étrangers temporaires, comment ils arrivent, quelle procédure et que dit la loi. On va traiter ça la prochaine fois. Alors, on se retrouve dans 2 semaines exactement pour parler des travailleurs temporaires. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée. Ciao, bye bye.